Bonjour à toutes et à tous, merci de vous être connectés pour cette conférence de presse audio de présentation des résultats semestriels 2025, du premier semestre 2025 pour le groupe AXA. Au cours de cette conférence de presse, Frédéric de Courtois, directeur général du groupe, Thomas Buberl, directeur général du groupe, Frédéric de Courtois, directeur général adjoint, et Alban de Maynel, directeur financier, présenteront les grands enseignements de ce semestre. Et ensuite, nous aurons en plus dans la salle Ulrike de Cohen, directrice de la communication de la marque et du développement durable, Patrick Cohen, directeur général en charge des marchés Europe et santé du groupe, et Guillaume Bourry, directeur général d'AXA France, qui pourront répondre à vos questions. Et maintenant, je passe la parole à Thomas Buberl. Merci Ziad, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à la conférence de presse des résultats semestriels 2025 du groupe AXA. Je vais en introduction vous donner les principaux enseignements que je retiens de ce très bon premier semestre. Ensuite, je laisserai la parole à Frédéric de Courtois et à Alban de Maynel pour aller dans les détails sur notre activité et nos principaux indicateurs financiers. Après, bien évidemment, nous sommes prêts à répondre à vos questions. Si on se plonge sur le premier transparent, tout d'abord, AXA réalise une excellente performance ce semestre en ligne avec les objectifs de notre plan Unlock the Future. Sur ce semestre, comme sur l'année 2024, nous démontrons notre capacité à générer de la croissance organique, très important, et à renforcer notre excellence technique et opérationnelle, deux piliers centraux de notre plan. Dans un contexte de plus en plus incertain et difficile, nous devons ce très bon résultat à l'engagement et au professionnalisme de nos plus de 150 000 collaborateurs et agents, et j'aimerais leur remercier chaleureusement. Je vais maintenant rentrer dans le détail des principaux indicateurs. Notre chiffre d'affaires augmente de 7%, en forte croissance sur ce semestre. Il dépasse les 64 milliards d'euros. Cette croissance organique a été générée par, d'un côté, l'ensemble de nos lignes de métier, l'assurance dommage, l'épargne et la santé, ainsi aussi dans toutes nos géographies. Ce résultat démontre bien, une fois encore, la pertinence de notre stratégie, la force de notre modèle qui est bien équilibré et diversifié, et certainement la qualité de nos réseaux de distribution. Notre résultat opérationnel atteint également un très bon niveau. Il augmente de 6% et atteint 4,5 milliards d'euros. Tout ça, c'est le fruit, d'un côté, d'une bonne discipline technique et opérationnelle, mais de l'autre côté aussi de nos initiatives dans la data et l'intelligence artificielle, ainsi que dans le développement de nos réseaux de distribution. Notre résultat opérationnel par action augmente également de 8%. Il se situait dans le haut de la fourchette ciblée de notre objectif du plan, qui est entre 6 et 8% en moyenne par an. Enfin, notre bilan est très solide, avec notamment un ratio de solvabilité 2 qui se maintient à un niveau très élevé, à 220%, en hausse de 4 points par rapport à 2024. AXA est ainsi très bien positionné pour atteindre les objectifs de son plan Unlock the Future. Nous sommes aujourd'hui au milieu de ce plan de 3 ans. Je vais maintenant vous présenter le détail de cette performance par ligne de métier. Comme je vous le disais, notre chiffre d'affaires croît de façon continue et nous retrouvons cette dynamique dans toutes nos lignes de métier. En dommages, le chiffre d'affaires atteint 34,1 milliards d'euros, en hausse de 6%. Cette croissance est portée à la fois par l'assurance des entreprises qui croît de 5% et l'assurance des particuliers en hausse de 7%. En vie et santé, notre deuxième grande ligne de métier,
Notre chiffre d'affaires atteint les 29,2 milliards d'euros, en hausse de 8%. Sur le segment vie, nous dégageons une hausse de 9% pour atteindre 19,1 milliards d'euros. Cette hausse est portée par la prévoyance et par les produits en unité de compte. Sur le segment santé, les primes ont augmenté de 6% pour atteindre 10,1 milliards d'euros, avec une croissance dans la plupart de nos géographies, tant dans l'assurance collective que particulier. Je vais maintenant aussi vous donner plus de détails sur l'acquisition à l'auteur de 51% de Prima, un assureur italien, que nous avons annoncé ce matin. Comme vous l'avez vu, nous avons annoncé cette acquisition de Prima, leader du direct en Italie, pour un montant de 500 millions d'euros. Cette acquisition va renforcer notre part de marché dans le secteur de l'assurance automobile italien, en la doublant presque de taille. Cette opération va nous permettre de renforcer notre présence sur ce marché important qui est pour nous très stratégique en Europe. L'année dernière, nous avons déjà annoncé et fait une acquisition d'une entreprise qui s'appelle Nobis. Cette nouvelle acquisition de Prima nous permet de poursuivre dans cette même dynamique. En effet, Prima affichait un chiffre d'affaires de 1,2 milliard d'euros en 2024, en croissance depuis plusieurs années. Enfin, elle renforce notre présence sur le métier de l'assurance directe, canal de distribution dans lequel nous sommes déjà leaders dans certains pays comme la France avec Direct Assurance. Je vais désormais vous donner plus de précisions sur le segment de l'assurance directe. L'assurance directe répond aux attentes d'un segment de clients importants. Nous le vérifions dans plusieurs de nos marchés où nous développons ce type d'activité avec succès. Pour AXA, l'assurance directe représente déjà un chiffre d'affaires important de 3,5 milliards d'euros dans 8 pays. Nous sommes dans les top 3 en France, en Belgique, en Espagne et en Irlande. Avec l'acquisition de Prima, ça sera désormais 4,7 milliards d'euros. En résumé, tout en continuant à développer nos réseaux de distribution traditionnels, nous voyons l'assurance directe comme un levier de croissance important que nous allons poursuivre dans les prochaines années. Je vais désormais vous résumer nos principaux objectifs financiers. Ce transparent, vous le connaissez très bien déjà, c'est le résumé de nos indicateurs financiers clés de notre plan stratégique Unlock the Future. Au regard de ces résultats, nous estimons être très bien positionnés pour l'année 2025 et pour l'atteinte de nos objectifs du plan. Pour ce premier semestre, nous pouvons retenir les choses suivantes. 1. AXA réalise une excellente performance dans la continuité de ce que nous avons réalisé en 2024, notre première année de notre plan stratégique Unlock the Future. 2. Nous affichons un niveau de rentabilité très satisfaisant avec un résultat opérationnel en hausse de 6%. 3. La cession d'AXA Investment Managers et l'acquisition de Prima confirment notre volonté de continuer à nous recentrer et à investir sur notre cœur de métier, l'assurance. Et 4e point, notre ratio de solvabilité 2 est à 220%. Ça reflète un très bon niveau de solidité financière. Je passe maintenant la parole à Frédéric de Courtois, qui va nous présenter plus en détail la très bonne performance de nos métiers. Frédéric. Merci Thomas, bonjour à toutes et à tous. Je commencerai sur le premier slide par dire que ces résultats semestriels sont la preuve que nous avons un modèle qui marche. Alors quel est notre modèle? Thomas l'a rappelé, notre modèle c'est l'assurance, rien que l'assurance et toute l'assurance.
depuis la vente d'AXA IM au 1er juillet, finalisée le 1er juillet. Et vous savez que ça sera un partenariat important pour nous avec BNP. Mais nous voulons vraiment nous focaliser sur l'assurance. Si vous regardez ce graphe, vous voyez que nous avons un modèle qui est d'abord équilibré, donc avec à peu près la moitié d'assurance dommage et la moitié d'assurance vie et santé. Vous ne le voyez pas ici, mais on vous avait dit que nous avons moitié de B2C, donc de business to consumer, retail, et moitié de B2B, donc business to business, entreprise. Nous avons un modèle qui est diversifié au plan géographique, et vous le voyez ici, avec des positions très fortes dans nos pays. Et nous voulons être focalisés sur les géographies où nous avons la taille critique. Donc équilibré, diversifié et focalisé, et un modèle qui marche. Si maintenant je vais dans sur les autres slides et sur les lignes de business principales, je commence par l'assurance dommage. Donc vous voyez que l'assurance dommage, qui représente la moitié de nos revenus, a cru de 6%. Quelles sont nos priorités sur ce business? D'abord, nous avons une forte priorité de développement sur le marché des ETI, des entreprises à taille intermédiaire et des PME. C'est un axe de développement fort. Chez AXA XL, discipline et focus sur la fidélisation de nos clients. Ça, c'est pour l'assurance entreprise, donc nos deux priorités pour l'assurance entreprise. Si vous voyez la réassurance en assez forte croissance de 11%, c'est une croissance qui est soutenue par des business en lien avec nos cessions à des capitaux alternatifs. En d'autres mots, en termes de primes nettes et d'exposition, ça n'a pas changé, mais nous avons l'opportunité de souscrire des business et de les céder à des capitaux alternatifs, ce que nous avons fait. Et enfin, en assurance de particuliers, on a assez forte croissance de 7%, bonne croissance du nombre de contrats et du nombre de clients, ce dont nous sommes satisfaits, et également un environnement tarifaire favorable globalement en assurance de particuliers. Si je vais sur la droite de la page, le résultat opérationnel, donc vous voyez que le résultat opérationnel en assurance dommage est en forte croissance de 7%, notamment du fait d'une amélioration ultérieure des marges techniques et également d'une augmentation des revenus d'investissement due à la hausse des taux, qui est évidemment favorable pour nous. Si je passe sur la page suivante avec le ratio combiné, qui est notre indicateur principal, notre indicateur de performance principal en assurance dommage, vous voyez que notre ratio combiné d'abord est à un très bon niveau, il est en légère amélioration par rapport à l'année dernière, donc à 90%. Une amélioration des marges techniques qui est liée à ce que j'ai dit auparavant, des marges techniques en entreprise qui demeurent à un niveau élevé, une expérience en catastrophe naturelle au premier semestre qui est inférieure à notre charge normalisée. Vous savez que notre charge normalisée, c'est 4,5% des primes, et on était à 3,5% au premier semestre, et qui est stable par rapport à 2024. Enfin, amélioration de la productivité, vous le voyez avec l'amélioration de l'expense ratio, qui est un sujet important pour nous et qui est lié à nos investissements dans les initiatives de croissance et dans tout ce qui est lié à l'intelligence artificielle, dont nous pensons que ça aura un impact fort sur la productivité en assurance. Si je passe maintenant sur la page d'après à l'assurance vie et santé, vous savez que l'assurance vie et santé sont également deux métiers stratégiques pour nous. Nous relançons l'assurance vie, si je puis dire, qu'on n'avait évidemment jamais abandonné, mais qui est toujours plus une priorité pour nous. Donc croissance satisfaisante et même très satisfaisante au premier semestre, croissance des primes de 9%, bonne croissance également en France, et croissance dans tous nos métiers prioritaires, et notre stratégie n'a pas changé. Nous focalisons sur la prévoyance, sur les unités de compte et sur
les fonds généraux à faible consommation de capital, et sur tous ces métiers, nous avons une forte croissance. En assurance santé, qui, comme j'ai dit, est également un métier stratégique, qui est fondamentalement un domaine en croissance en Europe et en Asie. Donc bonne croissance à la fois en assurance santé des particuliers de 7%, en assurance collective, en assurance de groupe, ce qu'on appelle l'employé benefit en anglais, et donc à la fois en vie et en santé, une bonne dynamique commerciale, un bon momentum. Le dernier indicateur important, c'est la collecte nette, essentiellement en épargne. Vous savez que ce sont les primes moins les sorties, et vous voyez également qu'il y a une accélération en termes de collecte nette, ce qui est conforme à nos objectifs et à notre ambition. Sur la page suivante, vous voyez le résultat en assurance vie et santé qui augmente de façon satisfaisante à un rythme de 5%, essentiellement du fait d'une amélioration des résultats techniques en santé, un peu partout, mais essentiellement en Angleterre. Vous savez qu'on avait connu des difficultés liées aux difficultés du NHS en Angleterre, et nous sommes tout à fait en phase avec notre plan de marche sur ce sujet. Les résultats financiers augmentent également du fait de la hausse des taux. Et enfin, une hausse des impôts qui est liée à la fois à l'augmentation du résultat et à un impact exceptionnel lié à la hausse de l'impôt sur les sociétés au Japon. Donc, nous sommes en phase avec notre plan de marche en assurance vie et santé. Conclusion, au-delà de ces très bons résultats, quelles sont nos priorités à l'heure actuelle? Quelles sont nos priorités dans les prochains mois? La première priorité, c'est de dynamiser notre activité vie et santé. Focus plus important, nouveaux produits, focus sur un certain nombre de nouveaux réseaux. On voit que ça commence à marcher au cours de ce premier semestre et nous en sommes satisfaits. Deuxième priorité, transformer nos compétences et investissements dans tous les métiers de la donnée et de l'intelligence artificielle. Nous sommes absolument convaincus que ceci a et aura un impact fort sur notre métier, et ça sera un impact positif. Donc, forts investissements sur ce sujet. Troisième priorité du moment, l'extension de nos réseaux de distribution d'abord, et on l'avait dit lorsqu'on avait présenté notre plan. Donc, toujours plus d'agents, toujours plus de commerciaux salariés, et nous le faisons, et notamment en France. Et diversification de notre distribution, et c'est en ça que l'acquisition de Prima est importante. Historiquement, nous avons toujours eu une bonne assise en assurance directe dans un certain nombre de pays. L'acquisition de Prima, qui est une success story en Italie, est très intéressante pour nous et renforce ce canal et renforce notre focus sur ce canal de distribution directe. Quatrième sujet pour nous, qui est, je l'ai dit, en entreprise, le développement de notre activité sur les segments des ETI et des PME. On a toujours eu des très fortes positions dans un certain nombre d'Europe sur ce sujet, et nous investissons pour développer ces positions dans d'autres pays européens et aux États-Unis, et nous sommes absolument en phase avec notre plan de marche, y compris aux États-Unis. Et dernière priorité que je citerai, qui est le renforcement de la fidélité de nos clients, de la rétention de nos clients. C'est évidemment un sujet important, c'est pas un sujet nouveau, mais c'est un sujet important en assurance, et nous nous focalisons et nous investissons toujours plus pour renforcer cette fidélité de nos clients. Donc voilà ce que je peux vous dire. Très bon résultat, une acquisition de Prima dans laquelle nous croyons beaucoup, et je passe la parole à Alban de Maïnel. Merci Frédéric et bonjour à tous. Donc sur la slide 18, vous verrez donc ici les différents chiffres que Frédéric a pu déjà développer. Donc ça reprend nos différentes lignes de métier. En dommages, nous croissons donc de 7%, en vie et santé de 5%. Nous n'avons pas évoqué encore la gestion d'actifs, et vous savez que c'est le dernier semestre
de consolidation d'AXA IM, puisque nous avons donc finalisé la vente le 1er juillet. Les résultats d'AXA IM sont en baisse de 14% sur le premier semestre par rapport à l'an dernier, simplement parce que AXA IM investit dans sa croissance future et donc a vu ses coûts un peu augmenter. Et le dernier segment, c'est la holding qui reste stable à moins 0,6 milliards, et comme nous l'avions indiqué précédemment. Donc au global, notre résultat opérationnel augmente de 6%. Quand vous ajoutez à ça l'impact de ce qu'on appelle la gestion des capitaux, c'est-à-dire principalement les rachats d'actions que nous opérons année après année, et que vous déduisez l'effet de change de moins 1%, parce que, comme vous le savez, le dollar et le yen ont baissé, nous arrivons à un résultat opérationnel par action qui croît de 8%, et donc qui est 8%, c'est tout en haut de la fourchette que nous avions indiquée pour notre plan. Donc une très bonne performance. Un mot sur le résultat net qui est en légère baisse de 2%, malgré la hausse du résultat opérationnel. C'est dû quasiment exclusivement à un mark-to-market d'actifs en dollars que nous avons dans certains bilans. C'est un mark-to-market. Le jour où le dollar remontera, nous regagnerons cette perte-là. Donc rien d'inquiétant dans le fait que nous soyons dans le négatif pour cette ligne-là. Un mot sur les capitaux propres, page 19. Alors, la première chose à dire, c'est que au semestre, il y a toujours un effet de saisonnalité, parce que nous avons la moitié du résultat de l'année, mais nous avons l'intégralité du dividende et de l'impact du rachat d'actions. Donc forcément, toujours nos capitaux propres à la fin du premier semestre sont tendanciellement un peu plus bas qu'à la fin de l'année. Et ceci est amplifié cette année par le fait que, comme je l'ai dit précédemment, le dollar a baissé, et là aussi ça a eu un impact un peu négatif sur nos fonds propres. Donc, quand vous regardez nos ratios, la rentabilité opérationnelle des capitaux propres, le ROE, cette rentabilité sort à un niveau extrêmement élevé, mais flatté par le fait que nos fonds propres, comme je le disais, au premier semestre, souffrent toujours de cet effet de saisonnalité. Donc, mais nous avons une très bonne rentabilité. Et de la même façon, le ratio d'endettement ressort à 23,4%, en hausse par rapport à ce qu'il était l'an dernier, pour cette même raison, et aussi parce que nous avons emprunté 2 milliards supplémentaires au premier semestre en dette subordonnée, ceci en anticipation de la gestion à venir de la dette qui bénéficie, comme on dit, de la clause du grand-père sous solvabilité 2. Et donc, notre ratio d'endettement devrait rebaisser dans les prochaines périodes. Un dernier mot sur notre solvabilité qui ressort au niveau extrêmement élevé de 220%. Ce qu'il faut retenir, c'est que, comme dans les périodes précédentes, nous générons 15 points de capital par semestre. Donc là aussi, tout en haut de la fourchette qu'on avait indiquée. Nous provisionnons aussi en solvabilité les dividendes et rachats d'actions que nous paierons l'an prochain, mais afférents à cette période. Ça fait moins 12 points. Vous voyez que, point très important, le change n'a aucun impact, puisque nos capitaux propres ont un peu baissé, mais nos besoins de fonds propres ont également baissé. Et puis, nous gagnons 3 points de différents aspects. Les dettes subordonnées dont je viens de parler, qu'on a émises, mais aussi le fait que nous avons finalisé l'acquisition de Nobis en Italie. Donc ça, c'est un point négatif. Et pour la complétude du discours, je spécifierai que l'impact d'AXA IM et du rachat d'actions qui est irrelatif ne sont pas compris dans ces chiffres-là. Ils apparaîtront au prochain semestre. Voilà, donc une solvabilité très élevée à 220%, un bilan robuste. Et je rends la parole à Thomas pour la conclusion.
Merci, Alban. Vous avez tout vu maintenant. En conclusion, ces résultats semestriels preuve que nous sommes confiants dans l'exécution de notre plan et dans notre capacité à générer de la croissance organique. Nous réalisons une excellente performance sur ce semestre-là. Cela va nous permettre à l'avenir de continuer à être aux côtés de nos clients et nous allons certainement leur offrir davantage de prévention, de services et de solutions face aux risques qui sont toujours plus nombreux chaque jour. L'acquisition de Prima en Italie confirme notre volonté de nous renforcer sur les marchés stratégiques et sur notre cœur de métier, l'assurance. Cela prouve aussi la pertinence de la stratégie du groupe engagée en 2024 et la réussite de transformation de celui depuis 2016. Merci pour votre attention. Nous sommes maintenant disponibles pour répondre à vos questions. Nous avons une première question de Thierry Gobi de News Assurance Pro. Thierry, c'est à vous. Merci d'activer votre micro. Thierry, merci d'activer votre micro, s'il vous plaît. Nous allons donc passer à la deuxième question, celle de Guillaume Clément de News Assurance Pro. Guillaume, c'est à vous. Merci d'activer votre micro. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Oui, ok, bonjour. J'avais deux petites questions. Alors, bon, pour le dernier semestre, effectivement, où AXA IM est dans les comptes. Du coup, j'aurais voulu avoir le montant précis de la collecte, ou plutôt de la décollecte, je crois, au premier semestre. Je vois dans les comptes qu'elle est d'environ 3 milliards, dont 10 milliards de décollecte auprès des tiers. Je vois si tu peux faire un commentaire sur cette situation. Et puis, si c'était également possible de confirmer le montant du résultat net sur le semestre d'AXA IM, parce que j'ai l'impression que c'est 28 millions, mais qu'il y a beaucoup de lignes, je préfère m'assurer auprès de vous. Merci. Merci Guillaume pour ces deux questions. Je passe la parole à Alban sur les deux points, collecte net du semestre et le résultat net. Donc, le point à mettre en avant sur AXA IM, c'est toujours une période compliquée quand on est en transition entre deux sociétés. AXA IM n'a pas perdu d'actifs liés à cette cession. Il y a eu certes un peu d'attentisme relatif venant des investisseurs, parce qu'ils attendaient de voir effectivement ce qui allait se passer chez BNP Paribas, mais donc moins d'inflows, mais pas plus de décollecte venant des investisseurs. Alors, quand on rentre dans le détail, ce sont des mandats qui sont sortis et qui étaient attendus, en fait, et qui étaient sur ce qu'on appelle la gestion multi-asset. Et ça a été compensé en partie par une bonne souscription sur la partie immobilier, dette et la dette infra, donc une bonne performance sur ces aspects-là. En ce qui concerne AXA est bien évidemment le premier client d'AXA IM, et là les cash flows ont été positifs pour AXA IM, puisque nous avons souscrit environ 6,9 milliards de fonds chez AXA IM. Quant au résultat net, alors oui, effectivement, il est
il est en baisse, mais aussi parce qu'il y a un certain nombre d'aspects techniques liés à la cession, et notamment des écritures de consolidation qui pèsent sur le résultat net d'AXA IM et qui ne reflètent pas du tout sa rentabilité réelle. Donc il vaut mieux s'arrêter au résultat opérationnel, qui est de 175 millions, pour bien comprendre la rentabilité réelle d'AXA IM au premier semestre. Merci Alban. On passe à la question suivante. Nous n'avons pas d'autres questions provenant de Teams. Nous avons une question de AXA.com, de Thomas Luckham, de Insurance Post. La question, je la lis. Votre rapport parle d'un ralentissement de l'activité au Royaume-Uni avec une baisse de la tarification suite à une hausse des tarifs en 2024. Pouvez-vous nous dire comment ceci affecte le compte de résultat au Royaume-Uni en termes de marge, notamment en termes de fidélisation client? Merci Thomas pour votre question, dit Thomas Bouburn. Je vais passer la parole à Patrick Cohen, qui est en charge de l'Europe, sachant que l'Europe comprend le Royaume-Uni. Patrick, la parole est à vous. Merci Thomas, dit Patrick Cohen, et merci pour votre question. Il est vrai que au premier semestre, le Royaume-Uni, dans son activité au particulier, fait état d'une baisse des tarifs de l'ordre de 5%, avec des projections qui indiquent que la rentabilité sur le marché pourrait être au-dessus de 100 pour cette année. La bonne nouvelle pour nous est que l'entité britannique d'AXA, à la fois au niveau de la rentabilité, est en hausse significative sur ce premier semestre de 2025, alors qu'en parallèle, nous regagnons des clients de façon significative en termes de collecte nette, et c'est notre stratégie de nous focaliser sur des rentabilités techniques nettes, solides, et sur la fidélisation client. Nous avons investi massivement dans notre gestion de sinistres pour rendre nos processus plus efficaces, pour mieux satisfaire nos clients, mais également pour mieux contrôler nos processus d'achat, approvisionnement, avec un pilotage de notre service client, de notre gestion tarifaire, et nous investissons de façon massive dans l'IA et l'IA générative pour mieux servir nos clients. Nous offrons des outils pour nos centres d'appel, pour nos agents, avec des fonctions de synthèse d'appels, d'aide à la gestion des appels. Nous faisons la même chose pour la gestion de sinistres et la gestion de conformité, qui nous permet d'être plus efficaces et de mieux servir nos clients. Nous sommes satisfaits du côté de la rentabilité, également du fait que nous regagnons de la collecte nette et des nouveaux clients. Nous sommes extrêmement enthousiastes du nouveau partenariat que nous avons avec Lloyds Banking Group, qui a 28 millions de clients, qui est un des premiers groupes bancaires au Royaume-Uni. Ceci va nous permettre de renforcer notre parc client et notre activité dans un avenir proche. Merci Patrick. Prochaine question, s'il y en a encore des questions. Il n'y a pas d'autres questions, que ce soit en ligne. Nous avons une autre question, semble-t-il. Une seconde. Nous avons une question de Jean-Luc Champetier d'Investir. Jean-Luc, c'est à vous. Merci d'activer votre micro. Oui, bonjour messieurs. Je voudrais revenir un peu sur l'Italie. Est-ce que vous pouvez nous résumer vos positions maintenant en termes de part de marché en Italie, en assurance dommage, si je comprends bien, en auto des particuliers, la part de marché va doubler, elle était de 10%.
et en assurance vie, en assurance dommages en général, habitation notamment. Et est-ce que vous estimez aujourd'hui que vos positions sont suffisantes ou est-ce qu'il y a encore d'autres acquisitions envisagées en Italie? Et autre question sur l'enveloppe disponible pour les acquisitions, compte tenu du share buyback pour compenser la dilution d'AXA IM. Est-ce que vous pouvez rappeler les chiffres? Il y a 3,8 milliards de share buyback et l'enveloppe pour les acquisitions qui est prévue. Merci Jean-Luc pour vos deux questions. Je vais passer la parole sur l'Italie à Patrick Cohen et après sur la question de l'enveloppe des acquisitions à Frédéric de Courtois. Bien évidemment, on ne va pas, parler des acquisitions potentielles dans le futur. Comme on l'a rappelé dans nos résultats, notre focus est le développement organique d'AXA, qui, vous avez vu, marche très bien. S'il y a des acquisitions à faire, on va les regarder, mais notre focus principal est le développement organique. Patrick, sur notre position Italie, qui s'est certainement beaucoup développée après l'acquisition de Nobis et maintenant Prima. Patrick. Oui, merci pour votre question. Alors, je vais commencer par vous dire que en année 2024, le chiffre d'affaires de l'Italie était de 6 milliards. Nous étions à l'époque numéro 4 sur le dommage. Et nous allons considérablement renforcer notre position en Italie avec l'acquisition de Prima. Nous sommes particulièrement enthousiastes. Je tiens à peut-être ajouter quelques éléments qui corroborons ce que Thomas a dit. Donc, nous allons totaliser avec l'acquisition de Prima environ 7 millions de clients. Prima, si vous voulez, c'est l'InsurTech qui a eu le plus grand succès en Europe. On parle du numéro 1 du direct en Italie, avec près de 40% de part de marché. Et ils sont aujourd'hui, sur les nouvelles polices émises, le numéro 1 sur le marché. Ils répondent à une demande de clients qui recherchent une expérience digitale avant tout, et qui ont une sensibilité au prix majeure des clients que nous traitons dans nos réseaux d'agents. Donc nous avons, avec l'acquisition de Nobis et avec l'acquisition de Prima, considérablement renforcé notre capacité de couvrir l'ensemble des segments de clientèle. Avec Nobis, nous nous concentrons sur toute la partie automobile, avec Prima sur le direct. Et évidemment, nous avons une très forte position sur le canal agent. Nous sommes aujourd'hui numéro 4. Donc cette acquisition, c'est une acquisition qui nous aide à l'échelle. Je vous le disais, nous sommes numéro 4 en 2024 sur l'auto. Les projections que nous avons sur les chiffres de 2025 devraient considérablement renforcer notre position sur l'auto dans le marché. L'Italie est un marché stratégique, c'est un marché qui est en plein essor, et c'est un marché qui a un très bon niveau de profitabilité. Je vous ai parlé du dommage, mais évidemment, vous savez que nous avons aussi un partenariat avec Monte Paschi di Siena, qui est l'une des banques principales, et sur lequel nous avons une dynamique très, très satisfaisante sur ce début d'année. Merci Patrick. Je passe la parole à Frédéric sur la question M&A. Sur les fusions-acquisitions, d'abord, notre position de départ en termes de solvabilité et de cash est très solide. Ceci dit, nous n'avons pas de budget de M&A. La priorité de notre plan, c'est la croissance organique. Vous avez vu que l'année dernière, on a cru de 8%, cette année de 7% au premier semestre. Donc nous sommes très satisfaits de cette accélération de la croissance. Donc pour nous, c'est vraiment ça la priorité. Ceci dit, quand il y a des bonnes occasions comme celle de Prima, on peut et on sait les saisir. Il y en a très peu aujourd'hui. Donc on n'a pas de plan de M&A spécifique.
encore une fois, approche opportuniste, disciplinée. Il ne vous aura pas échappé que tout est cher aujourd'hui et l'acquisition de Prima est une acquisition disciplinée, si vous voyez les multiples que nous avons payés. Donc voilà, et en tout état de cause, quand on fait des acquisitions, c'est pour renforcer des positions existantes, et c'est le cas de nouveau de Prima, et d'acquérir des know-how spécifiques quand on pense qu'il y en a. Et c'est également le cas de Prima. Il y a vraiment un know-how de l'assurance directe dans cette société qui nous a plu. Donc on renforce nos positions en Italie et on renforce nos positions dans l'assurance directe. Merci Frédéric. On passe à la prochaine question, s'il y en a. La prochaine question est une question de Thierry Gobi de News Assurance Pro qui ne peut pas allumer son micro. Sa question porte sur les bonnes performances de l'activité réassurance. La question dit: pourriez-vous repréciser s'il s'agit d'un business lié à des cat bonds et ILS? Très bien. Merci Thierry pour votre question. Et c'est vrai, la performance de la réassurance est très bonne avec une croissance du chiffre d'affaires de 11%. Frédéric, si tu pourrais répondre à cette question liée aux cat bonds et ALS. Merci pour votre question. D'abord, c'est important de noter que depuis 2-3 ans, on a restructuré l'activité d'AXA XL, notre activité de réassurance, et c'est important de constater que ça a marché. Bien sûr, le marché est bon, mais au sein de ce marché, AXA XL a des performances tout à fait satisfaisantes. Donc on a réduit nos expositions, on a mis en œuvre une souscription plus disciplinée, et aujourd'hui, on est très satisfait de la performance d'AXA XL. Alors, au-delà de ça, on ne fait pas spécifiquement, nous, de business sur ces fonds ILS ou ces cat bonds. C'est pas notre positionnement. En revanche, il nous arrive de céder du business. AXA XL cède du business sous cette forme, sous forme à des fonds ILS qui sont en général financés par des fonds de private equity ou à des cat bonds. Donc c'est ce qu'on appelle les rétrocessions d'AXA XL sur certains business peuvent être cédés à ces fonds qui font essentiellement du business catastrophe naturelle. Il a pu également nous arriver dans le passé, et ça sera également le cas dans l'avenir, que pour notre business qui n'est pas AXA XL, c'est pour notre business d'assurance, on cède également à des cat bonds ou à des fonds ILS. Donc pour nous, on voit ces opportunités en termes de cession de réassurance, de rétrocession, mais on n'est pas actif en termes de souscription. Merci Frédéric. On passe à une prochaine question, s'il y en a. Yes, next question is from Question suivante nous vient de Maximilien Volz from Plateau. de Plateau. Maximilien, it's your turn. Please c'est à vous. turn on your S'il vous microphone and plaît, go ahead. activez votre micro et allez-y. Merci beaucoup. J'ai 2 questions courtes. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur la situation du marché allemand, s'il y a des plans pour vous développer là-bas, et notamment comment est-ce que vous prévoyez de développer la santé qui est dominée par Allianz et l'autre concurrent important? Thank you very much. Merci beaucoup, Maximilien, pour votre question sur l'Allemagne. Patrick, pourriez-vous répondre à ces questions? Oui, tout à fait, dit Patrick. Merci, Maximilien. Alors, je suis très heureux de pouvoir vous dire que les résultats sur l'Allemagne au premier semestre sont excellents. Ils sont excellents, tout d'abord, parce que nous avons une dynamique forte en termes de croissance et effectivement sur l'ensemble des métiers, dommages, vie épargne retraite et santé. En plus de cela, nous renforçons le niveau de satisfaction de nos clients. Encore une fois, sur tous les segments, les données nous montrent que nous sommes le numéro 1 sur le dommage, vie épargne retraite, et numéro 2 sur la santé. Nous avons totalement redressé notre niveau de rentabilité après l'exercice 2023 sur l'activité dommage, et nous constatons une très forte dynamique sur la vie épargne retraite avec
une croissance de la marge sur affaires nouvelles à 2 chiffres. Nous avons réagencé nos produits sur les segments premium et les segments standards qui sont tout à fait en cohérence avec notre stratégie qui est de repositionner nos offres sur les produits d'épargne et de retraite à long terme. Donc nous avons rationalisé les offres dans notre portefeuille, nous les avons simplifiées avec 3 ou 4 maximum fonds thématiques et nous avons travaillé également à avoir, je dirais, des offres plus compétitives du point de vue tarifaire en réduisant nos commissions. Donc nous sommes très heureux de l'activité vie épargne retraite et je dirais également ces marges sur affaires nouvelles, ces niveaux d'APE à 2 chiffres de croissance sur la santé. Je suis également très enthousiaste des possibilités offertes par l'Allemagne qui montre l'exemple en Europe en ce qui concerne les solutions d'IA et d'IA générative avec de très très belles initiatives sur la gestion des sinistres, sur la souscription, avec vraiment une différence qui est faite dans le service au client, la réduction des temps de service et c'est tout à fait prometteur pour l'avenir. Thank you, Patrick. Merci Patrick. Il n'y a pas d'autres questions, que ce soit en ligne ou sur le site. Merci. Votre participation et vos questions. Et je vous souhaite un bel été. Merci.